en 85, enfin plutôt en 82, je lisais un livre que j'ai par hasard dans la poche de mon imperméable et que je relisais dans l'avion en venant, qui est le bouc émissaire de René Girard. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, René Girard était pour dire vite, un philosophe, mais il était bien d'autre chose, qui avait théorisé sur le bouc émissaire comme étant, donc le bouc émissaire étant la personne qui est exclue du groupe et censée symboliquement porter tous les défauts du groupe, sacrifiée, et qui est le ferment de ce que va devenir le groupe après sa mort et par un renversement ensuite après son adoration. C'est l'origine du christianisme, etc. Mais c'est aussi cette exclusion de l'un d'entre nous qui va souder le groupe. C'est ce qui se passe dans les entreprises, dans les familles, dans une classe quand on est professeur. Et je m'en suis ouvert à René Girard. Je lui ai dit quand je l'ai rencontré, un jour je l'ai rencontré, j'ai dit, écoutez, je vais faire un roman populaire, je ne savais pas à l'époque que ce serait une série, avec un personnage qui serait un bouc émissaire professionnel, c'est-à-dire qui sera salarié pour se faire engueuler à la place des autres, explicitement, c'est un métier. Alors ça l'avait amusé, il m'a donné sa bénédiction, et j'ai écrit Au bonheur des œuvres. Le désir de refaire un Malocène, alors que j'ai évidemment juré mes grands dieux que j'en ferais pas, ça c'est ça. Les écrivains sont souvent des ivrognes. Et c'est que j'avais... En fait, ça s'apparente à une envie de lecture. J'avais envie d'écrire sur le même ton que donc 20 ans avant, 30 ans avant, même dans le cas du Bonheur des Hommes. Et le jeu, c'était est-ce que je retrouverais ce ton. Un peu comme on a envie de retrouver un auteur, une lecture. Comme on a envie de relire ou de relire. Voilà. Vous vouliez relire un Malocène, finalement. Voilà. Vous aussi. Et tant qu'à faire, autant l'écrire. Puisque je ne peux pas vous le demander, vous ne me donnez jamais un coup de main. Vraiment, la première expression, c'est une comparaison bête, mais parce que j'étais dans le Vercors, et chez mon ami Robert, qui est paysan là-bas. Et on cherchait son chien, et son chien était allé se fourrer dans la fosse à Purin. Et comme par ailleurs ce chien nous adore, il est évidemment venu vers nous en courant et en faisant et en collant du purin de la tête aux pieds. Et la première phrase du Malocène, quand je suis parce que j'étais sur le point d'écrire, c'était La Pietà, Georges, tu le connais. C'est le genre de type à se rouler dans la confidence comme un chien de ferme dans la fosse à purin. Ce mouvement hélicoïdal qui les torchonne du museau jusqu'à la queue, et je venais de le subir, le mouvement hélicoïdal. Donc, c'est une écriture où, comment dire, il faut se servir. Hein, je ne suis pas à son service, c'est elle qu'il est au mien. Il faut, si des expressions sortent comme ça, il faut se servir. Il faut utiliser ce qui vous vient à l'esprit, les jeux de mots, les sonorités, les rythmes. Il faut créer de la spontanéité. Ce qui se fait d'ailleurs assez lentement. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la première phrase, après il faut écrire la deuxième et c'est déjà beaucoup plus lent. Et donc c'est ce jeu, c'est de poser toute valise référentielle, reprendre cette écriture qui ne ressemblait à rien qu'à elle-même, et puis y aller de ligne en ligne en s'excitant un peu, pour que ça aille de plus en plus vite. Et puis on fait un premier chapitre et on revient sur le premier chapitre et on retravaille le premier chapitre jusqu'à ce que le résultat final donne cette sensation de spontanéité qui n'est qu'une sensation, parce qu'en réalité, c'est pas spontané, c'est très travaillé à partir d'une expression. L'expression va commander un petit peu ce qui suit, et après on retravaille, on revient, mais toujours pour donner une sensation de liberté, de spontanéité, de rythme, de couleur.
Alors, bien entendu, on ne va rien révéler du dénouement de ces intrigues pour ceux qui n'auraient pas encore lu Ils m'ont menti. On peut quand même dire qu'elle met en scène plusieurs membres de la famille Malocène, et notamment ceux qui sont nés au cours des précédents tomes. Oui. Donc, il y a Verdun qui est arrivé dans La Fée Carabine, C'est un ange dans La Petite Marchande de prose, Monsieur Malocène dans le roman qui porte son nom, et Maracuja dans Au fruit de la passion. Alors, entre Benjamin Malocène, avec qui vous êtes en long compagnonnage depuis des années, et ces 4 personnages dont on ne connaissait pas encore vraiment la personnalité, est-ce que vous entretenez la même relation? Quelle est-elle, cette relation avec les personnages? Et est-ce que les retrouvailles étaient les mêmes? C'est-à-dire que j'avais la curiosité, avec Malocène, on avait tous les deux la curiosité de voir, enfin, c'est lui qui les a élevés, j'avais la curiosité de voir comment ils avaient grandi. Et ils ont grandi, puisque Verdun a 29 ans, elle est née dans La Fée Carabine, elle a 29 ans aujourd'hui, elle est juge d'instruction, et il vaut mieux être dans son camp que dans le camp d'en face, elle est terrible, c'est un juge d'instruction, enfin bref, c'est un juge d'instruction, elle est dure. Hein. Et les 3 autres qui sont un peu plus jeunes, c'est un ange qui est le fils de Clara et de Clarence de Saint-Hiver, qui lui est né dans La Petite Marchande de prose. Monsieur Malocène, qui est le fils de Benjamin et qui est né dans le roman éponyme, Monsieur Malocène. Et Maracuja, qui est né dans Au fruit de la passion. Comme son nom l'indique, Maracuja veut dire Au fruit de la passion. Ces 3-là passent cet été-là dans des ONG. Mais ils pratiquent l'ONG à leur façon. Mais ça va. Vous le découvrirez au moment de la lecture. Si on revient à Benjamin Malocène, c'est important de préciser qu'il n'est pas seulement dans le Vercors pour se reposer, mais pour raison professionnelle, puisque son employeur, la reine Zabo, célèbre directrice des éditions du Talion, l'a chargée d'une mission pour le moins périlleuse, à savoir la protection des VV. Alors, qui sont-ils, ces VV? Les VV, c'est ainsi qu'elle nomme les écrivains qu'elle appelle de vérité vraie, c'est-à-dire en gros les auteurs d'autofiction. Alors, la reine Zabo, dans les années 90, au moment où l'autofiction a surgi dans la littérature française, a tout de suite compris que ce serait l'ère du temps. Pendant un certain temps, elle les a tous rachetés. Tous les auteurs d'autofiction qui publient ailleurs que chez elle, elle les a rachetés et elle ne publie que ces éditions, qui s'appellent les éditions du Talion, ne publient que de l'autofiction. Elle gagne un argent fou parce que c'est effectivement dans l'air du temps, mais elle a en même temps tous les emmerdements du monde parce que les écrivains d'autofiction, passant leur temps à dire ce qu'ils pensent de leur famille ou de leur employeur, ou de ceci, sont sujets à des vengeances. La maison d'édition croule sous des procès. Enfin, et Benjamin protège un écrivain que la reine Zabo appelle Alceste, qu'elle surnomme Alceste. Il le planque dans une forêt du Vercors parce que cet Alceste a déjà été une fois enterré vivant par sa famille, dont il a un peu parlé dans son roman. Lequel roman s'appelait Ils m'ont menti. La famille était tellement ravie qu'à l'enterrement du père, on l'a jeté dans la fosse du père et on a essayé de l'enterrer vivant. Mais par bonheur, Benjamin est arrivé, enfin les hommes envoyés par Benjamin sont arrivés pour le sauver de là. Les plus amusants d'entre eux, à mes yeux, sont ceux qui sont absolument persuadés d'incarner la vérité vraie. Et comme dit la reine Zabo, c'est le point commun qui les distingue radicalement les uns des autres. Ils sont tous absolument persuadés d'écrire au nom qu'ils sont détenteurs d'une vérité et qu'il n'y a pas de littérature hors l'expression de cette vérité. Tout le reste, c'est de la merde, ça ne compte pas. Et alors, c'est amusant parce que la conviction, quand la conviction est très, très chevillée à l'esprit d'un individu et à son corps, il devient lui-même, qu'il le veuille, il devient un personnage. Ils deviennent rigolos comme des personnages. Alceste est surnommé Alceste parce que c'est vraiment, il ressemble beaucoup à l'Alceste de Molière. Et la reine Zabo dit « Tous mes auteurs sont des demi-dieux ». Les demi-dieux étaient absolument convaincus d'exercer au nom de leur identité profonde une justice sur les uns et sur les autres et de dire aux uns et aux autres ce qu'ils étaient, ce qu'ils allaient devenir, etc. Et par exemple, elle a Médée. Elle a un auteur qu'elle a surnommé Médée, qui est une dame qui vient de sortir un roman où elle sacrifie ses 2 fils sur l'autel de la littérature.
qu'elle traite absolument comme moins que rien. Ce sont des horreurs, des crétins totaux, des imbéciles absolus, à cause du père. Ce sont des produits génétiques purs qu'elle a mis au monde, et elle les regarde comme des horreurs, comme l'expression vivante du père. C'est Médée. Donc elle sacrifie ses gosses. Et alors chez l'éditeur, il y a quelqu'un de très habile qui s'appelle Loussade Casamance, qui est un Sénégalais spécialiste de littérature chinoise, qui était déjà dans Le Bonheur des Orgues et dans La Fée Carabine. Et Loussade Casamance se dit, encore un procès, et va dans la famille et convainc les deux pauvres enfants d'écrire à leur tour un roman sur leur mère. Ce qui fait qu'on gagnera des sous plutôt que d'en dépenser. C'est un principe en édition. Alors, lutter contre ce qui cloche dans le réel, ça peut être aussi lui donner de la cohérence. Et la cohérence, c'est un autre terme important de votre roman, parce qu'on retrouve aussi l'ancien commissaire divisionnaire Coudrier, qui, lui, s'est retiré et a décidé d'écrire un essai intitulé « Le Kamalocène », où il affirme que la recherche à tout prix de la cohérence lors d'une enquête peut conduire à des erreurs judiciaires. Ah oui, c'est même la cause première des erreurs judiciaires. C'est l'excès de désir, de cohérence dans la constitution d'un dossier. Un événement se passe quelque part, un suspect ou une suspecte, Laurence au hasard, est dans le coin, elle me paraît faire un coupable potentiel potable, surtout avec son air d'innocence qui cache quelque chose. L'événement s'est passé là. La gendarmerie, qui est le premier élément social qui va mener l'enquête, dit, mais en effet, entre cet événement A et cet individu B, il y a manifestement une relation de cause à effet. B est responsable de A. Ensuite, ça passe au juge d'instruction. Et le juge d'instruction va dans la vie de Laurence. L'instruction va consister à expliquer les raisons pour lesquelles Laurence a commis ce fait A. On trouve toujours, et génétiquement, et psychologiquement, et un élément qui fait que ça se justifie. Et c'est à cause de c'est par ce désir d'installer, de ne pas dire n'importe quoi, ce désir de ficeler, vraiment on dit d'ailleurs, ficeler un dossier pour qu'il soit parfaitement cohérent, qu'on fabrique un innocent, qu'on envoie en tôle pour très longtemps. Ça peut durer longtemps.